La fin des talibans, la ville de Kandahar, leur dernier bastion capitule, dépôt des armes demain. Leur chef, le Mollah Omar, a négocié sa survie auprès des tribus pachtoun, mais il devra rendre des comptes, affirme Washington. Le Proche-Orient et ce face-à-face à haut risque à Gaza, les militants du Hamas tiennent toujours en échec la police palestinienne qui cherche à contrôler l'un de leurs leaders. Israël exige davantage de Yasser Arafat. Toujours plus de gendarmes dans la rue en France, ils étaient 3000 hier, près du triple aujourd'hui. Les négociations reprennent samedi, les gendarmes une nouvelle fois pris pour cible dans le sud-ouest. Cette fois les 3 membres d'ETA responsables de la fusillade ont été arrêtés. Nouvelle bataille à l'Assemblée autour de la loi Guigou qui leur rend les licenciements plus difficiles. L'enquête de cette édition commande des grandes sociétés sous-traitent leur production pour échapper aux plans sociaux. Il est donné favori pour le poste de Premier ministre en cas de victoire de Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy est l'invité de Questions ouvertes juste après ce journal. Réponse à Lionel Jospin. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Après la chute de Kaboul et de Mazar-i-Sharif, c'était le dernier réduit taliban. La ville de Kandahar, exténuée par les bombardements, harcelée par l'opposition, a donc négocié sa reddition. Jusque-là, le Mollah Omar avait toujours exhorté ses troupes à résister. Cette fois, c'est vraiment la fin. Après plus de 5 ans à la tête de l'Afghanistan, le mystérieux chef des talibans, protecteur de Ben Laden, rend les armes. Jean-Marc Ilouz. Il aura régné 5 ans et 70 jours sur l'Afghanistan des talibans sans jamais quitter sa ville de Kandahar. Il s'était lui-même proclamé commandeur des croyants et avait promis à l'Amérique une destruction rapide. Aujourd'hui, son ex-ambassadeur au Pakistan a officiellement annoncé sa reddition au nom de la vie et de la dignité. Aujourd'hui, le commandeur des croyants a accepté de remettre pacifiquement Kandahar entre les mains de chefs tribaux et non de l'Alliance du Nord de Hamid Karzai ou autres. Kandahar, capitale historique et spirituelle de l'Afghanistan des talibans, résidence privilégiée de Bin Laden et aujourd'hui ville fantôme, n'aura pas résisté longtemps à la double offensive de l'Alliance du Nord et de l'aviation américaine. L'accord survenu entre Afghans prévoit l'amnistie pour les combattants afghans, mais ne dit rien sur les islamistes étrangers et surtout peu de choses sur le sort du Mollah Omar lui-même, que Washington ne souhaite pas voir filer. Pour nous, il n'est pas question de voir des dirigeants d'Al-Qaïda ou des talibans aller continuer leurs actions terroristes à l'étranger. Même si elles affirment encercler la ville et ne pas participer directement au combat, les troupes américaines vaillent au grain. La chute effective de Kandahar ne doit pas sauver le Mollah Omar. L'aéroport de Kandahar est déjà aux mains des opposants pachtoun. Pour le reste, on attend donc le dépôt des armes demain et la reddition en personne du Mollah Omar. D'ici là, prudence, c'est en tout cas le sentiment qui domine du côté des tribus anti-talibans. Beaucoup de leurs dirigeants sont installés juste de l'autre côté de la frontière pakistanaise, à Quetta. Nous retrouvons là-bas nos envoyés spéciaux Vincent Nguyen, Mathieu Drejoux. Des coups de téléphone par dizaines. Ces commandants afghans qui depuis plusieurs jours négocient à distance avec les talibans tentent de confirmer l'information. Mollah Omar a-t-il vraiment accepté de se rendre? Après 1 heure, la réponse semble positive. Je suis heureux d'entendre la nouvelle, content que le sang cesse de couler en Afghanistan. Je suis loin de mon pays depuis 8 ans et cette situation va bientôt cesser. À 2 pas de là, la maison d'Hamid Karzai, nouveau Premier ministre d'Afghanistan, est pleine de journalistes. Son frère exprime sa satisfaction, mais reste prudent. Dans ce restaurant afghan, la radio et la télévision ont annoncé la nouvelle. Et les patrons se réjouissent. Nous espérons qu'un nouveau gouvernement apportera la paix, l'unité, la joie et la prospérité à notre pays. Cet homme de Kandahar ajoute qu'il est prêt à rentrer bientôt en Afghanistan. Mais comme depuis le début de cette guerre, les rumeurs les plus folles ont couru les rues de Quetta, beaucoup d'Afghans ici ont du mal à croire que Kandahar est en train de tomber. Ils ne pensaient pas que cela puisse arriver si tôt. Un peu plus au nord maintenant, à Peshawar, on retrouve notre envoyé spécial Philippe Rochaud. Philippe, est-ce vraiment la fin de la parenthèse taliban? Alors c'est sûrement la fin du pouvoir des talibans, mais pas la fin du mouvement des talibans. Le mouvement taliban avait suscité beaucoup d'espoir dans la région, aussi bien chez les Pakistanais qui s'étaient engagés par milliers au sein du mouvement, qui avaient fréquenté ici le madrasa, ici même à Peshawar, et qui étaient partis se battre en Afghanistan. Ils étaient quelque chose comme 10 000 ou 15 000 à se battre aux côtés des Afghans qui luttaient contre l'intervention américaine et contre l'Alliance du Nord. Il y avait même aussi des Saoudiens qui s'étaient engagés dans les rangs des talibans, donc il n'est pas possible que ce mouvement se termine là. De plus, même à Kaboul, il avait suscité beaucoup d'espoir. Je me souviens en 1996,
2 mois avant la prise de pouvoir des talibans, je me trouvais dans la capitale et on avait pu noter effectivement que là, les gens espéraient beaucoup dans les talibans. Mais leurs espoirs ont été très vite déçus. Les talibans ont lutté contre la corruption au début et puis on sait ce qu'est devenu le régime et ce qu'a dû endurer la population. Donc que vont devenir les talibans? Ils vont troquer leur turban noir contre les vêtements pashtuns qu'ils vont retrouver dans la région de Kandahar. Et finalement, le mouvement des talibans survivra sous une autre forme, mais risque quand même de dériver sur le terrorisme une nouvelle fois. Merci Philippe. Après Peshawar, Washington, Étienne Lénart, est-ce qu'on considère ce soir que la victoire sur les talibans est définitivement acquise? Et quel sera le sort réservé au Mollah Omar? Non, les Américains restent prudents parce que la situation est floue et très volatile à Kandahar, notamment sur les conditions dans lesquelles les talibans accepteront de se rendre. Mais les États-Unis, sur le fond, restent toujours aussi déterminés. Le Mollah Omar a abrité pendant plusieurs années une organisation terroriste, en l'occurrence Al-Qaïda. Il doit donc être traduit en justice, point à la ligne. Et le ministre de la Défense disait tout à l'heure que les États-Unis n'accepteraient vraisemblablement pas un arrangement du type liberté surveillée ou assignation à résidence dans la ville de Kandahar pour le chef spirituel des talibans. En revanche, là où il semble y avoir un peu plus de marge de manœuvre et où les choses restent encore à déterminer, c'est sur la forme que prendra la traduction en justice du Mollah Omar. Vous savez que l'on parle depuis plusieurs semaines ici aux États-Unis de tribunaux militaires que le président Bush veut mettre en place. Mais il y a d'autres options et notamment les Américains ne cachaient pas ce matin que certains talibans ou certains terroristes qui seraient capturés pourraient être traduits en justice dans leur pays d'origine. En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les États-Unis n'ont pas mis en place cette opération liberté immuable depuis 2 mois pour accepter de négocier quoi que ce soit avec le Mollah Omar qui finalement, aux yeux de l'opinion publique américaine, incarne au moins autant qu'Oussama Ben Laden la tragédie du 11 septembre. Merci Étienne. Toute l'attention, tous les efforts des troupes américaines et afghanes vont donc se concentrer maintenant sur une cible unique, Oussama Ben Laden. Il aurait été vu il y a 4 jours encore dans la zone de Tora Bora, mais certains disent qu'il pourrait avoir quitté les grottes pour aller plus au sud. En tout cas, les attaques terrestres et aériennes, très soutenues, se sont poursuivies aujourd'hui. On parle même de combats au corps à corps. Paul de Genève. Mise à prix, 25 millions de dollars. De quoi motiver ces moudjahidines. Ils assiègent depuis déjà plusieurs jours ces montagnes à la recherche d'Oussama Ben Laden. Le principal suspect des attentats suicides du 11 septembre se cacherait au nord-est de l'Afghanistan, dans cette région de Tora Bora connue pour ses innombrables grottes. C'est en tout cas ce que pensent les États-Unis. Ces B-52 bombardent sans relâche ces collines. Leur mission n'est pas seulement de débusquer Ben Laden, mais surtout de l'enterrer vivant. Et pour cela, rien de tel que ces bombes anti-bunker déjà utilisées au cours de la guerre du Golfe. Comme le montre cette simulation, le missile perce plusieurs mètres de roche avant d'exploser. Au sol, les combattants anti-talibans affirment s'être emparés d'une partie des grottes de Tora Bora. Au cours de violents combats, une vingtaine de mercenaires étrangers auraient été tués. Mais Ben Laden est-il toujours dans ces montagnes? Certains chefs locaux affirment qu'il aurait pu quitter son abri. L'homme le plus recherché au monde est maintenant bien seul. Son bras droit, Ayman al-Zawahiri, serait blessé et un autre de ses proches, son trésorier, aurait été tué. L'étau semble se resserrer. Pourtant, on ne sait toujours pas où se trouve Oussama Ben Laden. Un document maintenant concernant la forteresse de Mazar-i Sharif, théâtre, vous le savez, d'une mutinerie puis d'une répression sanglante. Ces images amateurs inédites que nous avons pu nous procurer montrent les agents de la CIA à l'œuvre dans la forteresse juste avant la rébellion. Elles indiquent qu'ils savaient qu'un de leurs compatriotes faisait partie des talibans. L'un de ces agents de la CIA, je vous le rappelle, a ensuite été tué au combat. Sur place, Richard Binet. Ce dimanche 25 novembre, 400 talibans venant de Kunduz viennent de se rendre aux troupes du général Dostum aux abords de Mazar-i Sharif. Un vidéaste amateur filme la scène. Nous sommes alors dans l'enceinte même du fort de Kalei-Janghi. La mutinerie n'a pas commencé. Un à un, les prisonniers sont interrogés par 2 Américains qui tentent d'obtenir des informations sur Al-Qaïda, l'organisation d'Oussama Ben Laden. L'un, barbu, à gauche de l'écran, se nomme Dave. Le second serait un agent de la CIA. Le prisonnier suivant dit s'appeler Abdulhamid. Son vrai nom, John Philip Walker Lint. Il est américain, il s'est converti à l'islam à 16 ans et a rejoint les talibans en avril 2001.
Les Américains devinent sa nationalité, mais John Walker refuse de leur parler. Le problème, c'est qu'il faut qu'il se décide, dit un des agents. Soit il veut mourir, soit il veut vivre. Nous, on peut s'en aller et le laisser comme ça. Il passera la fin de sa vie, ou du moins ce qu'il en reste, en prison. Le surlendemain, nous retrouverons Dave, l'un des deux agents américains, en train de superviser l'assaut final contre la forteresse. Mike, l'agent de la CIA, a été tué par les talibans, quelques heures après que ce document ait été tourné. John Walker Lint est toujours en Afghanistan. Selon nos informations, il serait protégé par les forces spéciales américaines dans l'attente d'un jugement ou plus vraisemblablement d'une extradition vers les États-Unis. Image pour terminer des renforts français. 60 marsouins du 21e Rima de Fréjus ont quitté Istres pour Mazar-i-Sharif. Ils rejoindront leurs 40 collègues déjà sur place pour remettre en état l'aéroport. Le Proche-Orient maintenant avec ce qui ressemble à une épreuve de vérité pour l'autorité de Yasser Arafat. Pressé d'agir contre le terrorisme, le leader palestinien a ordonné une opération contre le chef spirituel du Hamas, Cher Yassine. Mais les policiers ont été accueillis par des tirs. Le face-à-face dure maintenant depuis 24 heures. Il a fait un mort. Gérard Grisbeck, Philippe Turpot. Ce matin à Gaza, de jeunes Palestiniens tentaient d'échapper à la répression. Scène traditionnelle, pas sûre, puisque cette fois, les affrontements opposaient des Palestiniens à d'autres Palestiniens. Des jeunes partisans du leader du Hamas, Cher Yassine, face à des policiers de Yasser Arafat. Des affrontements peu violents, certes, mais peu communs. Cher Yassine est donc théoriquement assigné à résidence ici, mais ses partisans ont réussi à empêcher les forces d'Arafat d'accéder à sa maison. Il ne faut pas que Yasser Arafat se trompe d'ennemi. Nos armes doivent être utilisées contre Israël et nous devons rester unis. Arafat veut la guerre civile. Les gens du Hamas devraient être honorés, félicités pour leur action, pas arrêtés. Le leader islamiste refuse tout contact avec la presse. L'homme, filmé ici il y a quelques jours, sait qu'il peut compter sur une partie de la jeunesse de Gaza. Une jeunesse qui est très fière de montrer les vestiges des affrontements de la nuit dernière entre les islamistes et les proches d'Arafat. Cet après-midi, environ 1 millier de partisans de Yasser Arafat défilaient dans Gaza pour affirmer leur soutien à la politique d'arrestation des leaders islamistes. Personne ne peut dire ce soir ce que vont devenir les relations entre les différentes fractions palestiniennes. Oui, la tension est encore montée avec cette mise en garde du djihad islamique. Nous ferons usage de nos armes contre quiconque tentera de nous bloquer. Fin de citation. Pour bien comprendre la difficulté de la police palestinienne à faire respecter son autorité, regardez ce reportage de nos envoyés spéciaux. L'histoire de deux frères. L'un est militant du djihad islamique, l'autre est policier. Cela se passe à Gaza et cet exemple est loin d'être une exception. Sur place, Alain de Chalvron, Philippe Turpot, Talal Abouramé. Au moins, il y a la plage. Elle n'est pas très belle, mais les autres camps palestiniens n'ont même pas cela. C'est Beach Camp, un des principaux de Gaza, un entrelac de ruelles où s'entassent 80 000 personnes. Au fond de cette maison en construction vit la famille Khawaga, ou plutôt ce qu'il en reste. L'aîné Mahmoud a été tué par les Israéliens. Les deux suivants sont en prison en Israël depuis 15 ans. Reste Ismaïl, membre de la police palestinienne. Le cinquième, Mohamed, passe en coup de vent à l'improviste. Il est dans la clandestinité, membre du djihad islamique, recherché par les Israéliens, susceptible donc d'être arrêté à tout moment par la police de Yasser Arafat, en l'occurrence par son frère. Cette vie de cavale est difficile, mais c'est mon choix et je l'assume. Je ne peux pas dormir avec ma famille, voir mes enfants, ma mère. Je ne suis ici que pour quelques instants. Quand on lui demande ce qu'il ferait si son frère venait l'arrêter, la réponse fuse. Je ne me rendrai pas. Ça tombe bien, Ismaël est là et a écouté, la cause est entendue. Arrêter mon frère, je refuserai. Je refuserai et peut-être même je démissionnerai de la police. Les deux frères peuvent s'embrasser. Reste la mère, qui n'a que ses yeux pour pleurer. Je pense que je suis à bout. J'ai déjà sacrifié 3 enfants. Ça suffit, tous ces sacrifices. Il est 16 heures. Ismaël s'en va travailler. Mohamed, le fugitif, est parti depuis longtemps. Mahmoud reste seul pour préparer un triste repas de Ramadan.
Pour l'instant, en tout cas, les initiatives palestiniennes ne rassurent pas Israël. Il n'y a pas de changement stratégique d'Arafat. Les arrestations doivent prendre une toute autre ampleur, a indiqué en substance la vice-ministre de la Défense. Une lueur d'espoir, Shimon Peres et son homologue palestinien Nabil Chat sont attendus lundi à Bruxelles. En France, ils sont comme grisés par leur audace. Plus rien ne semble devoir les arrêter. Les gendarmes sont descendus dans la rue pour la 3e journée consécutive. À Metz, à Colmar, à Nice, à Rouen, Pau, Tours, Lyon et toujours en tenue. Hier, sur notre antenne, Lionel Jospin avait manifesté sa désapprobation. Eh bien, comme en réponse, c'est à Sainte-Gabelle, la ville du Premier ministre, que l'un des rassemblements les plus imposants était organisé. Yann Franti. Une messe aux allures de tribune. Et des prières pour réclamer plus de moyens, les gendarmes en ont beaucoup à faire. Ce matin, ils étaient près de 2000 rassemblés en l'église de Sainte-Gabelle. Un lieu très symbolique. Ici, dans le fief de Lionel Jospin, les gendarmes ont voulu faire entendre leur ras-le-bol. Certaines unités, il y a des jours, on tourne à 1 au bureau parce qu'on ne peut même plus assurer une surveillance sur le canton. C'est-à-dire que si on a un accident ou un délit qui est commis à 500 mètres de la brigade, on est obligé d'appeler la brigade limitrophe pour venir nous faire le travail, car nous, on est seuls au bureau. Oubliez le devoir de réserve. La grogne est telle que ces gendarmes n'hésitent pas à interpeller leurs supérieurs. Ici, un colonel à venir s'expliquer. Au nom de tous, j'invite le colonel Samuel à descendre pour nous inviter à parler autour d'une table. Un colonel qui n'a pas le choix. Au pas de gymnastique, il vient se justifier. Cet après-midi, je monte à Paris de façon à exposer au ministre vos attentes. Finalement, seule la Marseillaise rassemblera les troupes. À Lyon aussi, 3000 gendarmes sont passés outre les ordres. Il est important aujourd'hui de nous affirmer. Il en va de notre sécurité, de celle de nos concitoyens. L'ordre, la discipline militaire ne veulent plus rien dire. Ces militaires multiplient les revendications comme de banals manifestants. Le gouvernement, vous le savez, propose pour compenser l'impossible passage aux 35 heures une indemnité de 8 700 francs en moyenne par personne et la création de 3000 postes à partir de 2002. Les négociations doivent reprendre samedi. Voici le témoignage du plus haut gradé de la gendarmerie française, le général 5 étoiles Laurent, un peu entre deux fronts. Son message à ses troupes: vous n'avez pas tort, mais il faut rentrer à la caserne. Michel Fine, Nadine Picard. C'est le plus haut gradé de la gendarmerie, le général 5 étoiles, André Laurent, 37 ans de métier. Aujourd'hui, pour la première fois du conflit, il parle en son nom. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir ces images inédites de gendarmes par centaines, par milliers dans la rue? Je vais vous le dire du fond du cœur. C'est que pour moi, c'est en plaisantant, en rappelant l'histoire, quand on m'a dit à Louis XVI c'est une insurrection ou c'est une révolte, non, c'est une révolution. Et je crois que pour la gendarmerie, c'est quasiment une révolution. Et vous avez l'impression que la gendarmerie va pouvoir en sortir de cette révolution aussi facilement? Je crois que, facilement, pas, non, je pense pas, mais je crois que c'est aussi un électrochoc pour l'ensemble du personnel, aussi bien sous-officiers qu'officiers. Et contrairement aux idées reçues, il n'y a pas de scission entre les officiers et les sous-officiers. Et je pense que pour chacun, c'est un électrochoc. Et beaucoup m'ont téléphoné aujourd'hui en me disant qu'ils ne comprenaient pas les conditions dans lesquelles cette manifestation de déception, en fait, cette déception était représentée dans la rue. André Laurent pense qu'après l'intervention du Premier ministre hier soir, après l'annonce de négociations, les gendarmes ont été entendus. Je pense qu'il est maintenant nécessaire que les uns et les autres comprennent qu'ils ont été entendus et qu'ils admettent que, ayant été entendus, ils reprennent maintenant le travail dans les conditions habituelles. Le message est clair et pourtant, de nouvelles manifestations sont prévues demain dans toute la France. C'est dans ce contexte que des gendarmes ont été pris pour cible dans le sud-ouest par des militants d'ETA qui avaient forcé un barrage. C'est la 3e fois en un mois, confirmation de la radicalisation de l'organisation séparatiste en France. 7 fois, les fuyards ont été rattrapés. Sur place, Muriel Lassaga. C'est une femme de 28 ans. Celui-ci aurait une trentaine d'années. En tout, ils sont 3, tous espagnols, tous membres présumés de l'ETA.
Le troisième homme, le voici à la sortie du commissariat de la ville d'Auch. Ce visage aux yeux bandés, c'est celui d'Iñaki Lizundi Alvarez, recherché depuis 5 ans par la police espagnole, ancien conseiller municipal de Hery-Batasuna, la branche politique de l'ETA. Voici la jeune femme qui l'accompagnait hier soir. Il est environ minuit. Lors d'un banal contrôle de gendarmerie, le véhicule de ces 3 personnes force le barrage. Les gendarmes le prennent en chasse sur cette route près de Auch, avant qu'il ne termine sa course dans ce fossé. L'une des personnes est sortie avec un pistolet à la main et a immédiatement tenté de faire usage de son arme. Le gendarme a riposté et cette personne s'est enfuie. Pendant ce temps-là, 2 gendarmes, un gendarme auxiliaire, un gendarme adjoint, tenaient en respect les 2 autres personnes et les ont neutralisées. Le fuyard blessé se réfugie dans ce camp de gens du voyage où il sera interpellé quelques heures plus tard. En moins de 3 semaines, c'est la 3e fois que des membres présumés de l'ETA tirent sur des gendarmes dans le sud-ouest de la France. Le verdict pour Guy-Claude Burger, il a été condamné à 15 ans de prison ferme. La cour d'assises a suivi le procureur, médecin et dirigeant d'une secte qui prônait entre autres les rapports sexuels avec les enfants et il était jugé pour viol sur mineurs. Social, avant d'évoquer la loi Guigou sur les licenciements, la politique d'abord et le poids des mots. Hier sur France 2, Lionel Jospin les avait soigneusement choisis, probables et surtout désir de politique, un langage pas forcément habituel. Alors est-ce un Jospin nouveau qui a été découvert? Réaction dans la classe politique recueillie par Jeff Wittenberg. Parmi tous les mots, c'est d'abord d'un adjectif que l'on se souviendra, celui qui qualifie les chances d'une future candidature. Vous savez bien que c'est probable. Probable donc, si le désir s'en mêle, c'est l'autre mot du jour. On connaissait le discours plutôt austère du Premier ministre, on découvre la rhétorique plus audacieuse du futur candidat. Le désir est un moteur de la vie, et donc aussi de la vie politique, mais la beauté du désir, c'est quand c'est réciproque. Vous savez, Matignon, c'est plutôt un lieu dans lequel je me suis personnellement épanoui. J'y ai pris du plaisir. Désir ou plaisir, en écoutant Lionel Jospin hier soir, la droite, elle, a plutôt boudé le sien. Ce qui compte quand on est à Matignon depuis près de 5 ans, ce n'est pas les mots qu'on utilise, c'est les résultats qu'on obtient. Et les Français aujourd'hui, je suis certain que ce n'est pas au charme des mots qu'ils accordent de l'importance, qu'ils accordent de l'importance à la vie qu'ils mènent. Monsieur Jospin nous a dit qu'il s'épanouissait, je dirais tant mieux pour lui, mais il est dommage que les Français, eux, ne réussissent pas à s'épanouir dans la situation qu'il leur laisse. Pendant que le Premier ministre défendait son bilan, un exercice que les Français connaissent bien, Lionel Jospin traçait déjà l'esquisse de sa future campagne. Les électeurs devront s'habituer. Réponse dans un instant au Premier ministre. Nicolas Sarkozy est donc l'invité de questions ouvertes. La mort de Pierre de Bénouville, compagnon de la Libération, journaliste, proche du général de Gaulle et ami de François Mitterrand. Il avait été député pendant 40 ans du 12e arrondissement de Paris. Pierre de Bénouville avait 87 ans. La rage des ouvriers de l'usine Bata de Mousset. Ils protestent contre les conditions de leur licenciement de l'usine. 2 magasins de l'enseigne ont été mis à sac à Paris cet après-midi. Peggy Leroy. C'est le début du saccage. Méthodiquement, mètre par mètre, les salariés vont jeter tous les articles du magasin sur le trottoir. Même les stocks vont y passer devant les yeux médusés du directeur du magasin. Dehors, les passants de la rue de Rivoli se servent. Cette action surprise aurait été décidée hier soir dans l'usine Bata de Mousset en Moselle. Objectif, protester contre le licenciement de 524 personnes. Oui, rappelons effectivement que le plan de reprise de l'usine ne prévoit le maintien que de 300 contrats de travail sur 825. Voilà qui nous amène au projet Guigou, discuté en ce moment à l'Assemblée et qui vise à durcir les conditions de licenciement suite aux affaires Michelin ou Marks & Spencer. Récemment, 56 patrons ont signé un manifeste contre ce texte. Ils estiment qu'en fixant de nouvelles contraintes, il va décourager les embauches. Je vous en rappelle les principales dispositions. Restriction de la définition du licenciement économique, intervention
extension possible d'un médiateur pour les entreprises de plus de 100 salariés et aide accrue à la réindustrialisation de la zone. L'enquête de cette édition, comment une grande société, en l'occurrence Lacoste, a cédé une partie de sa production à un sous-traitant. Lorsque cette entreprise sous-traitante a fait faillite, les employés concernés n'ont pas eu droit au plan social. Enquête signée Nathalie Moisan, Martin Khalili. Les vestiges d'une vie à l'usine. 20 ou 30 années passées sur ces machines avant que tout s'arrête, c'était il y a 6 mois. Mais aucune des 70 ouvrières ne revient ici sans regret. Les filles, elles pointaient ça, elles pointaient les bandes, et puis ça passait sur la machine qui collait les bandes. Vous avez des regrets quand vous voyez l'usine comme ça? Bah, c'est pas normal de finir comme ça. C'est pas normal de finir parce que ça aurait dû marcher, ça aurait dû continuer à tourner, c'est pas normal. Elle marche, hein? Elle marche, elle tourner. Les voix des ouvrières ont remplacé le bruit des machines. Tout a commencé début 2000. Lacoste décide alors de se recentrer sur son activité phare, le t-shirt au crocodile. Pour les sous-vêtements, la fabrication est confiée à un repreneur. Un an plus tard, les ouvrières sont dans la rue. C'est la liquidation judiciaire. Pourtant, Lacoste avait offert l'usine avec une subvention de 12 millions de francs et des commandes pour 30 mois. Mais la faillite du repreneur a laissé les ouvrières sans emploi et sans plan social, car les caisses sont vides. On nous presse bien pendant 30 ans. Quand on n'a plus besoin de nous, qu'on délocalise à fond et que c'est moins cher à l'étranger, les ouvriers français sont sur le tapis. Et ça, on n'accepte pas d'être sur le tapis. Et pourquoi est-ce que selon vous, alors, l'entreprise a cédé ces ateliers? Il faut se salir les mains, il ne faut pas le faire. Ils l'ont donné à un autre et comme ça, c'est lui qui nous a cédé. Et eux, ils ont les mains propres. Histoire d'une cession vouée à l'échec. Le repreneur avait des dettes dans d'autres sociétés. Les experts comptables avaient mis en garde Lacoste dès le début. Au moment où on a fait l'audit, donc en octobre 99, on avait écrit que si on n'attendait pas quelques mois de manière à ce que M. Paquereau retrouve une santé éventuelle sur ses autres activités, on avait la quasi-certitude qu'on irait à l'échec, d'une manière ou d'une autre. Et ça, Lacoste ne pouvait pas l'ignorer. On leur a dit et on leur a écrit en son temps. Plus grave, la CGT dénonce des détournements de fonds et menace de porter plainte. Ce repreneur s'est servi de l'enveloppe pour ses propres usines et pour un enrichissement personnel au point qu'on a décidé de s'en occuper et de porter plainte. Et à partir de là, naturellement, il a asséché les usines et on s'est retrouvé avec une liquidation. Des malversations sur lesquelles le SRPJ de Reims enquête actuellement. Quelques jours avant Roland-Garros, Lacoste a offert 102 000 francs à chaque ouvrière pour éviter des manifestations pendant le tournoi. Mais ni Lacoste ni le repreneur n'ont accepté de nous recevoir. Le calvaire des usagers des transports aériens. Aujourd'hui, grève très suivie chez les contrôleurs. 9 vols intérieurs sur 10 avaient été annulés. Séverine Lebrun, Hugues Buchard. Premier réflexe en arrivant à l'aéroport, le tableau d'affichage des vols. Il n'est pas marqué. Renseignement pris au guichet, ces passagères partiront bien à Marrakech, mais le voyage risque de durer quelques heures de plus. Il faut d'abord prendre le bus jusqu'à l'aéroport d'Ostende. On prend l'avion en Belgique. On prend l'avion en Belgique. Et on s'en va là? Oui, on s'en va. Elles le prennent avec le sourire, d'autres ont un peu moins de patience. Chaque fois, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. La grève. Mot-clé. Près d'un tiers des aiguilleurs du ciel sont en grève. La commission de Bruxelles veut mettre en concurrence l'ensemble du contrôle aérien en Europe. Les syndicats refusent. Les mettre en concurrence et à terme les privatiser, ça veut dire faire entrer le profit dans notre secteur qui est la sécurité, donc qui n'est pas un secteur marchand comme les autres. À Bruxelles, on affirme n'avoir aucune intention de privatiser, juste de rendre plus efficace la gestion du trafic. Nouvelle manifestation des internes, manifestation nationale à Paris. Ils étaient 5000 selon les organisateurs, 3600 selon la police. Les internes qui réclament notamment que leur garde de nuit soit mieux rémunérée et comptabilisée dans leur temps de travail avec un temps de récupération. Santé toujours, l'épidémie revient chaque année, mais elle surprend toujours par son ampleur. Il s'agit de la bronchiolite qui touche les bébés. Problème lorsque les kinés sollicités pour y faire face ont atteint leur quota de patients. Les familles sont dirigées vers les hôpitaux. Depuis plusieurs jours, c'est le grand embouteillage. Reportage à l'hôpital Necker à Paris, Laurence Decherf, Christophe Vignal. La bronchiolite, Juliette n'y a pas échappé.
Ce bébé d'1 an n'en est pas à sa première séance. La seule solution, c'est lui dégager les bronches. Débordés, les kinés ont même organisé des permanences week-end en pleine période d'épidémie. C'est comme si du jour au lendemain, je vous demandais de faire de la plongée sous-marine en passant d'un tuba à une paille. Donc vous vous trouverez dans une situation inquiétante, voire gênante, au point de sortir de l'eau. Et ces enfants-là ne peuvent pas sortir de l'eau tout seuls, donc il faut les aider. Juliette n'en est pas à sa première bronchiolite. Cette maladie virale très contagieuse, son papa commence à bien la connaître. On a fait appel à des médecins de nuit qui nous ont tout de suite tranquillisés, mais c'est vrai que si on n'avait pas eu la possibilité d'avoir un médecin sur place tout de suite, on aurait peut-être amené aux urgences. Ça avait commencé avec un rhume? Pourtant, les urgences pédiatriques sont aussi saturées que les kinés. Quand la bronchiolite nécessite une hospitalisation, les parents sont parfois dirigés jusqu'à 50 km de chez eux par manque de lits et surtout d'infirmières. Nous savons qu'il y a des petits bébés malades qui viennent aux urgences, qui ont besoin d'être hospitalisés et qui ne vont pas hospitaliser ici même, faute de moyens humains pour les surveiller, pour les traiter. Débordés, kinés et hôpitaux devront tenir bon jusqu'en février, fin de l'épidémie, avec toujours la même priorité, soulager les souffrances des tout-petits. La question des rapts d'enfants maintenant en cas de séparation des parents, avec un reportage saisissant à suivre tout à l'heure dans le magazine Envoyé spécial. Dans cet extrait, l'exemple d'une mère française qui emploie la manière forte pour aller récupérer son fils, victime d'un enlèvement par son père installé en Allemagne. C'est une femme anxieuse. Ce moment qu'elle va vivre sous nos yeux, elle l'attend depuis 7 mois. Elle va retrouver son enfant, mais elle va devoir l'enlever. 2 hommes vont l'aider, des bénévoles de l'association SOS Enlèvement d'enfants. Il est là. Là. Voilà, à suivre dans Envoyé spécial à partir de 21h, donc ce soir sur notre antenne. Et puis je vous rappelle que le 15e Téléthon démarre demain soir à 19h pour un marathon de plus de 30 heures. L'an passé, les promesses de dons s'élevaient à 522 millions de francs. Et image ici des répétitions à la Cité des Sciences et de l'Industrie à la Villette à partir de 19h demain, donc sur France 2. Émotion dans le monde de la voile. On a appris cet après-midi que l'un des plus prestigieux skippers du monde, le néo-zélandais Peter Blake, avait été tué par des pirates à Macapa, en Amazonie. Les circonstances du drame demeurent mystérieuses. Christophe Duchion. Peter Blake participait à une expédition scientifique en Amazonie, à Macapa, au nord du Brésil. Hier, vers 23h, son bateau a été attaqué par une bande de pirates, connue de la police sous le nom des radeaux. Peter Blake a été tué par balle. 2 de ses hommes d'équipage ont été transportés à l'hôpital. Les pirates ont pris la fuite en dérobant les montres des marins et le moteur du bateau. Peter Blake et Eric Tabarly avaient en commun d'être bien davantage que de simples navigateurs. Aux yeux des Néo-Zélandais, Peter Blake incarnait un mythe, celui du parfait héros d'un petit pays du bout du monde qui gagna la Coupe de l'Amérique en 1995 à San Diego. Cette année-là, les Néo-Zélandais n'étaient pas les plus riches, mais les plus talentueux et les mieux organisés. Le skipper s'appelait Peter Blake. Le retour au pays fut triomphal et la reine d'Angleterre anoblit le géant néo-zélandais à tête de viking. 4 ans plus tard, la Nouvelle-Zélande conserva son trophée. Peter Blake avait quitté le bord, il était la tête pensante et l'animateur du projet. En 20 ans de carrière, cet ingénieur de formation a gagné tout ce que la course en équipage compte de compétitions d'envergure. La Whitbread Tour du monde avec escale en 1990 et le trophée Jules Verne en 1994. Sur un catamaran de 26 mètres de long, un tour du monde en 74 jours, c'était un record. Peter Blake était un marin d'exception et l'homme était à la hauteur du marin. Il avait 53 ans. Football, 2 images de la soirée de Ligue des Champions hier soir. D'abord le but de Laurent Blanc pour Manchester United qui a battu Boavista 3-0. Le président, comme on l'appelle, en a marqué beaucoup des buts comme ça dans sa carrière. Et puis la mauvaise soirée des Nantais, battus 1-0 à domicile par le Bayern de Munich. But de Paolo Sergio, les Nantais derniers de leur groupe après 2 journées.
Fin de cette édition, je vous en rappelle le principal titre, la fin des talibans, la ville de Kandahar, leur dernier bastion capitule, dépôt des armes demain. Leur chef, le Mollah Omar, a négocié sa survie auprès des tribus pashtunes. Il devra rendre des comptes, affirme Washington. À suivre donc, question ouverte à Nicolas Sarkozy, la météo Isabelle Martinet, beau mais froid, le point route Valérie Maurice, envoyé spécial donc à ne pas manquer. Dernier journal Jean-Claude Renaud à minuit 35. On se quitte avec des images d'une découverte rare, celle d'une momie de la dynastie Ming dans le centre de la Chine avec couronne d'or et bague de jade. À lundi.